c'est justement de ne pas utiliser des IA ouvertes. C'est même du ressort de la faute professionnelle, en fait. Ça veut dire qu'en fait, les données de votre client, y compris la base de son moteur économique, ils se retrouvent sur le net, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, si certaines plateformes deviennent, entre guillemets, omniprésentes, de dire « j'ai cette solution, je n'ai plus besoin, entre guillemets, de mon expert comptable ». Un cabinet qui ne prendrait pas le virage de la digitalisation, de la data, etc., ça c'est clair qu'il peut se trouver en risque. Bienvenue dans Cut the Shit, le podcast où on parle d'entrepreneuriat sans filtre et sans bullshit. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir monsieur Damien Charrier, qui est président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Bonjour. Bonjour et bonne année également. Bonne année. Eh ben, écoutez, bonne année à vous également. Et puis, on peut dire peut-être bonne année aussi à tous les entrepreneurs qui nous écoutent. C'est pour nous, en fait, le quotidien des experts comptables. C'est d'accompagner les entrepreneurs. Quelques chiffres, j'en aurai pas beaucoup, mais 22 000 experts comptables en France, 190 000 collaborateurs. Et on travaille au quotidien avec 3,5 millions d'entreprises. Donc, c'est vraiment le métier, en fait, des experts comptables, c'est d'accompagner surtout les TPE et les PME. Donc voilà, je pense qu'on peut souhaiter une bonne année aux entrepreneurs. Du courage, parce que l'année commence de manière pas si simple que ça. Voilà, le marché est pas évident. On va avoir un cadre fiscal, mais jusqu'à maintenant c'était pas le cas. Tout à fait. Donc voilà, en tout cas une bonne année à toutes et à tous. Merci à vous. Je pense que tous les experts comptables vous connaissent déjà très bien. Cependant, ce n'est peut-être pas le cas pour les chefs d'entreprise. Donc j'aimerais peut-être que vous vous présentiez, que vous nous expliquiez qui vous êtes et ce pourquoi vous avez choisi cette profession d'expert comptable. Oui, alors je pense qu'avant tout, alors je suis normand déjà, voilà, faut que je peux préciser ça. Donc mon cabinet est situé en Normandie et j'exerce pas seul puisque j'ai aujourd'hui 22 associés et à peu près 600 collaborateurs sur plusieurs bureaux en Normandie et à Paris. Les entrepreneurs, et c'est un peu comme ça que je me définis, ce sont aussi des experts comptables. C'est-à-dire que voilà, on a aussi du management à faire, on a des collaborateurs, on a évidemment des clients. Donc c'est un métier qui est quand même très proche de l'entrepreneuriat. Même si c'est un métier particulier, parce que c'est un métier qui est au service des entrepreneurs. Et moi, je suis tombé dedans presque quand j'étais petit, puisque voilà, c'est une rencontre en 4e qui m'a amené à ça, un parent d'élève, et j'ai trouvé que ce qu'il me racontait était donc ça remonte un petit peu quand même cette histoire-là, puisque je vais avoir 50 ans, donc voilà, faut imaginer que c'est quelque chose qui s'est dessiné. Et au final, en fait, voilà, c'est né d'une rencontre. C'est souvent comme ça dans la profession. C'est pour ça que les experts comptables, notamment dans les ordres régionaux, et puis les bénévoles aussi, en fait, vont beaucoup au contact des étudiants dans les collèges, dans les lycées et puis dans les études supérieures, parce que c'est une profession qui est pas hyper connue. Alors, du grand public, en tout cas, elle n'est pas forcément très connue. On a du mal à comprendre ce que fait un expert comptable. Elle est assez connue dans les entrepreneurs parce qu'on a un taux de pénétration dans les TPE, PME de 90% et un indice de satisfaction qui est important. Voilà, parce qu'on est vraiment là pour aider les entrepreneurs dans toutes les dimensions et les phases de vie de leur entreprise. Donc, voilà, en tout cas, pour ma part, comment je suis presque tombé dans la marmite de l'expertise comptable assez jeune. Voilà. D'accord. On a parlé d'un taux de pénétration d'à peu près 90%. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est obligatoire d'avoir un expert comptable. Il y a 10% manquants, c'est que c'est pas le cas. Et du coup, pourquoi il y en a autant qui choisissent d'avoir un expert comptable si ce n'est pas obligatoire? Alors, effectivement, c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, par contre, c'est quand vous faites appel à un tiers extérieur pour tenir votre comptabilité, c'est forcément un expert comptable. D'accord. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut dire aux entrepreneurs qui nous écoutent, c'est que si jamais vous pouvez demander à vérifier l'identité de votre expert comptable, on a lancé une application d'identité numérique professionnelle qui s'appelle Expert ID, qui est connectée au tableau de l'ordre. Et donc, si vous voulez savoir si votre interlocuteur, c'est un vrai expert comptable ou pas, parce qu'en fait, c'est une profession réglementée, ça, vous pouvez le vérifier. Je le précise parce que quand vous êtes expert comptable, donc diplômé et inscrit au tableau, vous avez une assurance professionnelle, vous avez une déontologie, ce qui est évidemment pas le cas de quelqu'un qui n'est pas diplômé. Et du coup, c'est quand même une garantie pour les entreprises.
Ensuite, effectivement, l'entreprise, à partir du moment où elle choisit de faire appel à un expert comptable, pourquoi elle le fait? Je pense que globalement, c'est une histoire de rapport qualité-prix, hein, comme dans tous les marchés. Oui. C'est-à-dire que on rend des services, on discute avec nos clients des honoraires, et voilà. Ça arrive qu'on fasse gagner de l'argent à nos clients, quand même, régulièrement, je pense. Et puis, et aussi qu'on les sécurise sur tout un tas d'aspects. Donc, on est aussi les garants du risque, sachant que un entrepreneur, il doit se focaliser sur son métier, sur son business et sur le commerce. Je pense que c'est le premier métier, on dit souvent que le chef d'entreprise, c'est le premier commercial de son entreprise. Voilà, donc c'est assez naturel que pour un certain nombre d'autres tâches administratives, il ait un backup, et souvent ce backup, c'est l'expert comptable avec un champ d'activité qui est très large, parce que c'est la compta, c'est la fiscalité, c'est le social, c'est la conformité sociale, c'est le juridique, ça peut être une partie du système d'information en discussion. Donc en fait, on est là sur un spectre qui est assez large. Voilà, et au final, c'est vrai que... Et puis on aime bien nos clients aussi. Oui. Donc on a aussi des discussions un peu stratégie, marché. Enfin, on sert aussi le miroir, parce que souvent les chefs d'entreprise sont un peu seuls. Et ils ont besoin d'un espace de discussion, et on sert souvent de... Et puis ça peut aussi concerner des questions de la vie perso, hein, du chef d'entreprise, sur de la diversification quand il commence à grandir un peu, sur la gestion de son patrimoine, sur la sécurité de sa famille, sur sa couverture sociale, sur sa prévoyance. Enfin, vous voyez, en fait, on a un champ de discussion qui est assez large. Un peu le médecin généraliste de l'entrepreneur et de l'entreprise. Oui, c'est souvent comme ça qu'on nous décrit. Et puis souvent des gens sympas aussi. Enfin voilà, on peut le dire. C'est vrai, hein, c'est-à-dire qu'on a des profils assez diversifiés dans la profession, et donc voilà, et plutôt des gens qui sont ouverts au contact de l'autre, et qui aiment l'entrepreneuriat en fait. Oui. Nous avions vu une stat, je n'ai plus en tête, mais sauf erreur de ma part, il y avait une étude qui prouvait que les chefs d'entreprise qui étaient accompagnés d'experts comptables avaient un taux de survie de l'entreprise plus élevé. Je ne sais pas si vous avez vu passer un rapport ou une étude à ce sujet. Là précisément, je ne l'ai pas, mais pour avoir fait partie aussi de réseaux d'accompagnement, et notamment sur des prêts d'honneur, ce qui est sûr, c'est qu'une entreprise accompagnée, en fait, souvent, on mesure le taux de pérennité à 3 ans. Oui. Et on sait qu'une entreprise accompagnée, bien accompagnée, elle a un taux de survie à 3 ans qui est supérieur à 90%. Et ce ratio, il se dégrade fortement pour une entreprise qui n'est pas accompagnée. Donc voilà, l'expert comptable n'est pas tout seul, mais c'est souvent comme le premier contact. Mais effectivement, je confirme. Ouais. D'accord. Donc c'est intéressant. Donc vous êtes tombé dedans tout petit. On remarque évidemment, parce que nous avons participé au congrès à Lyon l'année dernière pour les 80 ans. On remarque, et ce qu'on a beaucoup entendu parler, c'est de l'évolution de la profession, notamment avec les différents logiciels qui sont arrivés, de nouvelles missions potentiellement. Qu'est-ce que vous en pensez, vu de l'intérieur, et comment vous trouvez cette évolution? Est-ce que c'est une évolution à marche forcée, ou au contraire, c'est quelque chose qui était déjà voulu? Alors, en fait, la profession, elle est en évolution constante, puisque justement, effectivement, le congrès des 80 ans de la profession, ça a été l'occasion de se pencher un peu sur l'évolution en fait de notre métier depuis qu'il a été créé par l'ordonnance donc de 1945. On a fait aussi quelques recherches historiques. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on s'est aperçu qu'en fait, le métier de comptable, il est apparu en Mésopotamie en moins de 3200 avant Jésus-Christ. Donc c'était quand même pas que 80 ans, hein, ça fait longtemps, et que l'écriture en fait est née de ce besoin de compter. À l'époque, c'était les scribes en fait qui faisaient ça dans les tablettes d'argile, mais parce que il fallait en fait accompagner le commerce, tout simplement. Accompagner le commerce et la confiance. Et si on veut se dire c'est quoi la place de la comptabilité globalement, c'est d'accompagner en fait l'économie, l'essor de l'économie et le commerce. Une fois qu'on a dit ça, notre profession, effectivement, elle évolue beaucoup sur le plan technologique depuis longtemps, hein, puisqu'on a déjà digitalisé plein de flux, les flux bancaires en premier lieu, et là, en fait, on est en train de parler d'un autre virage, qui est la digitalisation de la facture, avec, je pense qu'on va en reparler probablement, totalement. voilà, à l'arrivée de la facture électronique.
Donc je dirais, en fait, cette évolution, elle est à la fois naturelle et elle est plutôt. Nous, on est plutôt là pour l'accompagner parce que c'est aussi des process qui sont plus fluides dans les cabinets, dans la relation entre les cabinets et les entreprises. Et puis aussi, si on parle un peu du logiciel, de nouvelles fonctionnalités. C'est-à-dire que des process qui n'étaient pas très efficients, on peut parler d'un process auquel je pense, notamment le bon à payer sur les factures. C'est souvent un peu, quand il y a des factures qui arrivent par mail ou s'il faut les réimprimer pour remettre un bon à payer ou donner un bon, tout ça c'est pas très efficient, ça comporte des risques. Faut se dire qu'avec l'évolution des process, on va pouvoir faire mieux demain. Et ça ouvre des nouveaux champs. Donc on est plutôt là pour l'accompagner. Après, on est vigilant sur le fait que je l'ai dit en introduction, on est une profession réglementée et une profession réglementée, il y a un certain nombre de caractéristiques. Nous, on a une devise en tant qu'expert comptable, c'est science, conscience, indépendance. Donc on est là pour conseiller nos clients en indépendance. On n'est pas là pour vendre tel ou tel outil ou telle plateforme parce que ça nous arrange nous. On va regarder l'intérêt du client. C'est là où parfois il peut y avoir un peu de friction et il faut bien se comprendre. Et donc de temps en temps, on peut rappeler aussi à nos partenaires que ils sont peut-être convaincus d'avoir le plus bel outil du monde. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être pas forcément celui qui va à notre client. Donc donc on est aussi là pour établir un espace de dialogue et construire l'espace de confiance, parce qu'en fait la confiance, elle se partage y compris avec nos partenaires. Oui, totalement. Justement, on va en parler, la facture électronique qui devient obligatoire, sauf erreur de ma part, à partir de septembre 2026. Nous en sommes où du côté des experts comptables et surtout des chefs d'entreprise? Sauf erreur de ma part, j'ai cru voir que c'était à peu près 10% des sociétés qui avaient déjà déclaré quelle plateforme ils souhaitaient utiliser. Est-ce que ça a évolué ou vous en êtes où par rapport à tout cela? Oui, alors d'abord je confirme, effectivement c'est le 1er septembre 2026 et il faut bien avoir en tête qu'il y a 2 dates. La première c'est septembre 2026 pour toutes les entreprises, l'obligation de recevoir des factures. D'accord. Donc on parle quand même de 7 millions d'entreprises, donc c'est tous les assujettis à la TVA. Faut pas se faire trop de nœuds au cerveau parce que de temps en temps on a des questions, est-ce que je suis soumis ou pas à l'obligation ? Globalement, si on se pose la question de savoir si on est soumis, c'est qu'on est soumis. Voilà. Donc après, ce qu'on dit aussi, c'est si vous avez un doute, allez voir un expert comptable, il vous dira quoi faire, comment aborder le sujet. Ça c'est déjà le premier point. Et 1 an après, donc en septembre 2027, toutes les entreprises devront émettre des factures électroniques. Donc on a en fait c'est une réforme qui est graduelle. La première étape, elle est assez facile parce que recevoir une facture électronique, techniquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se déclarer sur l'annuaire central et choisir ce qu'on appelle une plateforme agréée. Donc c'est une double étape que, au passage, vous pouvez confier à votre expert comptable, puisqu'on peut faire signer à nos clients un mandat pour choisir pour leur compte une plateforme agréée. C'est beaucoup de cabinets ont entamé cette démarche auprès de leurs clients. Donc, alors après, le niveau de maturité, c'est difficile de le juger à date. Donc effectivement les pourcentages aujourd'hui sont peu élevés, ça je confirme. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont entendu parler de la réforme. C'est en train de monter en puissance en plus parce que on voit qu'il y a des campagnes de communication, alors soit des éditeurs en direct d'ailleurs. L'ordre des experts comptables fait sa campagne aussi. Donc je pense que aujourd'hui l'information elle est en train de se diffuser assez largement. Maintenant, tout le monde n'a pas encore choisi sa plateforme, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore passés à l'acte. Pourquoi ? Tout simplement parce que il y a 120 plateformes, ou un peu plus de 120 plateformes qui ont été agréées. Tout à fait. Du coup, l'administration fiscale, petit à petit, délivre les agréments. Donc en fait, tant que tous les agréments ne sont pas délivrés, c'est pas forcément facile de choisir. Et puis il y a une autre étape qui est l'étape de regarder un peu ce qui se passe sur le marché, de finaliser ses choix. Et ça c'est en train de se finaliser. Donc je pense que ce pourcentage il va augmenter rapidement. Et on saura à peu près où on en est sur la fin juin. Donc nous on va regarder progressivement comment ce pourcentage évolue. Mais c'est surtout quand on va s'approcher vraiment de la date butoir qu'on saura précisément où on en est sur le pourcentage d'entreprises qu'on choisit. Voilà. Étant précisé que quand on parle de pourcentage d'entreprises, on peut pas directement transposer sur le pourcentage de factures. Parce que
probablement que toutes les grosses entreprises ou les plus grosses, elles sont au courant. Donc en fait, la masse de factures, elle va être supérieure. Enfin, le pourcentage sur la masse de factures sera supérieur au pourcentage d'entreprises. Voilà, je sais pas si. Oui, c'est clair. Si c'est clair. Et puis peut-être dernier point là-dessus, parce qu'on regarde ce qui se passe ailleurs. Et il y a un bon exemple avec les Belges. Ils sont passés le 1er janvier à la facture électronique. Donc eux, ça fait 15 jours, quoi. Enfin, 19 jours. Et quand ils ont appuyé sur le bouton, il y avait que 60% d'entreprises qui étaient passées. Alors, on peut dire, je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Moi, je dirais que c'est pas mal. Et après, ça veut dire que les 40% restants, il faudra accompagner, qu'il y ait peut-être un peu de tolérance pour faire en sorte qu'on arrive à embarquer tout le monde. Donc, il n'y a pas de raison qu'on fasse moins bien que la Belgique. Je sais pas, on verra en tout cas, mais on peut se dire que probablement on aura un scénario qui sera peut-être similaire, un peu ressemblant. Ouais. En 2026, la profession comptable arrive à un tournant avec l'arrivée de la facturation électronique, les différentes ventes de cabinets à des fonds, la consolidation des éditeurs. La profession va considérablement changer. Pour nous, le sujet principal, et c'est aussi le cas de l'avis de beaucoup d'entrepreneurs, sera le financement de vos clients. Et pour atteindre un bon niveau de satisfaction et de création de valeur, pour trouver les bons financements au bon moment pour vos clients, nous mettons à votre disposition Moriarty. Moriarty, c'est une plateforme qui va vous aider à identifier l'ensemble des dispositifs publics disponibles, mais aussi à préparer le dossier permettant d'obtenir ces dispositifs. Moriarty, pour vous. Et pour le moment, est-ce que c'est punitif ou est-ce que c'est vraiment de l'accompagnement après le 1er septembre, pardon? Est-ce que ce sera quel type de sanctions ou en tout cas d'incentive a été mise en place pour... Vous voulez la réponse officielle ou Le podcast s'appelle Cut the Shit, même si on a mis 2 Non, alors incentive non, c'est pas prévu. Il y a pas d'incentive. C'est plutôt punitif, on va dire. C'est effectivement des amendes en cas de non-respect, etc. D'accord. Bon, maintenant dans ce qu'on se dit en off, sur lequel j'ai pas de certitude, mais probablement qu'il y aura des mesures de tolérance au départ pour parce que c'est quand même nouveau et c'est quand même une réforme d'ampleur pour accompagner ce mouvement-là. Enfin, en tout cas, c'est un peu les discussions qu'on a en off sont plutôt là-dessus. Voilà. Maintenant, si vous regardez la loi à la lettre, oui, il y a des sanctions. Voilà. Donc et puis la première sanction, elle sera aussi économique, c'est-à-dire que ce qu'il faut se dire, c'est que qui va émettre des factures, parce que pour recevoir des factures, ça suppose qu'il y en a qui émettent des factures. Ouais. On l'a pas précisé, mais 1er septembre 2026, toutes les grosses entreprises et les moyennes grosses, les entreprises de taille intermédiaire, elles devront émettre des factures. Donc concrètement, en fait, tous les opérateurs, par exemple, de télécom, les fournisseurs d'énergie, tous ces gens-là, en fait, ils vont forcément émettre des factures électroniques. D'accord. Donc, si vous voulez les recevoir, il faudra plus aller se loguer sur le site pour récupérer la facture. Elle arrivera directement dans votre boîte aux lettres, enfin dans votre boîte de réception de votre plateforme agréée. Donc D'accord. en fait, comme les entreprises sont en interaction avec d'autres, si elles n'ont pas de boîte de réception, elles recevront plus les factures, donc elles vont plus les payer. Donc voilà. Donc je pense que il va y avoir aussi une régulation un peu naturelle, quoi. Justement, on parle des paiements. C'est quoi réellement les bénéfices pour les entrepreneurs et les entreprises de ce passage à la facture électronique? Moi, j'ai en tête un peu plus de transparence et de respect du délai de paiement. Est-ce que c'est le seul bénéfice? Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui apparaissent? Et ensuite, pour les experts comptables, dans leur traitement de ce cycle? Ouais, c'est une bonne question parce qu'en fait, il y a effectivement le premier truc qu'on voit, c'est que alors si on se place à terme, parce que on va avoir une période de double, enfin je l'ai dit tout à l'heure, mais entre 2026 et 2027, comme tout le monde ne va pas émettre des factures électroniques, on va devoir recevoir des factures électroniques, mais en même temps, on recevra d'autres factures qui seront encore soit du papier, soit des mails, soit des drives, soit tout ce qu'on veut, en fait. Donc, il va y avoir une gestion de double flux sur laquelle il va falloir être attentif. Bon, ça, c'est un point de contexte, mais c'est quand même bien de le rappeler. Après, ce qu'on espère, effectivement, c'est que on puisse avoir une action sur à la fois la simplicité d'accéder aux factures, puisqu'en fait,
elles vont arriver toutes dans un même canal. Donc ça va être plus simple, et ça, que ce soit pour une entreprise ou pour un cabinet, plutôt que d'aller me loguer sur 10 sites internet pour récupérer des factures, et puis en recevoir une autre partie par mail, et puis ensuite pointer la banque et m'apercevoir qu'il en manque une troisième partie. Totalement. Ce qui est quand même un peu le quotidien. Hein. Le calvaire pour les bilans et tout cela, je connais très bien, malheureusement. Ouais, non, mais je pense que ça parle en fait, ça. Voilà. Oui. Ça parle aux entrepreneurs et ça parle aussi aux cabinets, parce que pour les collaborateurs, c'est en fait appeler des fournisseurs pour me dire il manque. Enfin, j'ai vu un mouvement bancaire, il manque la facture. Bon, c'est pas voilà, c'est pas valorisant en fait. Ça produit pas beaucoup de valeur ajoutée. Ouais. Donc ça, c'est un premier bénéfice vraiment dans la gestion du flux factuel. Ensuite, le deuxième, qui est plutôt de l'ordre de ce qu'on espère, c'est que ça a effectivement un impact sur les délais de paiement. Pourquoi ? D'abord parce qu'il va y avoir, et vous l'avez dit, de la transparence. Donc on saura quand la facture est émise, puisqu'il y a une gestion du statut de la facture, Oui. et on saura quand elle est payée, puisque en fait ça correspond à un changement de statut. Donc à partir de là, on saura mesurer le délai entre l'émission et le paiement. Donc on pourra objectiver des choses qui aujourd'hui les délais de paiement, ça se calcule à partir de masse bilancielle, puis un bilan, ça reste sur un mois de l'année, c'est pas forcément le BFR donc en fait il y a des sujets sur lesquels on va pouvoir progresser. Et puis après, dans les témoignages qu'on a eu d'entrepreneurs qui sont déjà passés à la facture électronique, il y en a quelques-uns, parce qu'ils ont des gros clients et qui leur ont demandé. Il y a des choses auxquelles on pense pas mais qui sont simples, c'est que vous envoyez une facture, elle est reçue immédiatement. Donc vous pourriez me dire un mail c'est pareil, sauf que là en fait c'est un système sécurisé avec une trace. Donc plus personne ne pourra vous dire j'ai pas reçu la facture. Oui. C'est déjà un premier truc. Le Et classique gagner de 2 c'est semaines, peut-être 3 passé semaines. en spam, je ne l'ai pas Exactement. vu. Ou elle est pas dans le bon service, ou voilà. Si elle est pas dans le bon service, c'est qu'elle n'avait pas été routée, mais par votre client en fait. Donc ça Ouais. devient son problème et plus le vôtre. C'est déjà un premier bénéfice. Et puis ensuite, il y a toujours dans la gestion des statuts, il y a un statut rejeté. Donc si votre client il est pas d'accord avec la facture, il va être obligé de modifier le statut et de dire rejeté. Donc on va aussi gagner du temps, parce que on sait très bien quand il y a un litige, Oui. en fait ce que vous voyez vous juste, c'est que vous avez mis une facture et puis vous recevez pas le paiement. Puis en général c'est pas le client qui vous rappelle, donc vous le rappelez, puis il vous dit ah bah oui mais bon je suis pas d'accord sur telle et telle ligne. Donc vous avez un délai de prise en compte du fait qu'il y a un problème sur la facture qui est important. Ce délai-là aussi va se réduire. Donc ça, c'est deux choses qui sont simples et assez basiques, mais qui sont qui vont sans doute avoir un effet sur le courant, et plutôt un effet bénéfique. Et puis après, il y a d'autres pour ceux qui veulent repenser leur process, c'est pas obligatoire, mais on peut le faire aussi. Là, par contre, il y a des bénéfices qui peuvent être importants, notamment dans la gestion des achats. C'est ce qu'on fait beaucoup nous dans les cabinets. Nous, c'est ce que je fais avec mes clients, mais de proposer des systèmes de workflow achat. D'accord. Avec des systèmes de digitalisation, de premier niveau de validation, voire de deuxième niveau s'il y a des process complexes. Et donc tout ça, ça rationalise le traitement du flux achat, du paiement. Donc en fait, il y a aussi des gains organisationnels. Mais on va dire que c'est l'autre niveau, quoi. D'accord. Ok. C'est super intéressant parce que on voit qu'il y a, selon moi, ce que moi je vois, c'est la possibilité d'avoir une gestion de trésorerie plus fine, d'avoir des coûts, potentiellement de réduire certains coûts, d'avoir un retour sur nos ventes avec des délais beaucoup plus courts. Mais avant de rentrer dans ce sujet qui est super intéressant avec le traitement de la data, de l'analytics et tout ça, moi, il y a un sujet très concret, c'est-à-dire que moi, j'ai ma banque en ligne et mon expert comptable a son outil comptable. Et aujourd'hui, on me dit de choisir. L'expert comptable me pousse son outil parce que forcément, c'est ce qu'il utilise pour faire mon bilan et mes comptes. Mais moi, je suis habitué à envoyer ma facture avec mon outil en ligne. Et c'est vrai que parfois, ou peut-être dans notre cas, je ne sais pas si on a déjà cliqué sur le bouton, mais c'est vrai que nous sommes tentés de rester sur notre outil, entre guillemets, historique, bancaire. Et en même temps, on reçoit des messages de notre expert comptable très agréable, mais nous disant est-ce que tu veux pas passer sur tel outil, ce sera plus simple pour toi, pour la gestion. Est-ce que ce serait pas plus simple d'avoir quelque chose de connecté? Enfin, c'est peut-être aussi une question. Est-ce que c'est connecté et moi je veux garder mon outil que je maîtrise et tout ça, j'ai pas à aller sur un autre environnement? Est-ce que ça a été pensé aussi dans le sens pour accompagner les chefs d'entreprise?
Alors ça, c'est une bonne question sur laquelle la réponse est un peu, je pense, assez complexe, mais bon, il faut se dire qu'en fait, il y a deux flux. Il y a un flux d'achat et que nous, dans les cabinets, en fait, on accompagne les entreprises de deux manières. En fait, en réalité, c'est plus compliqué que ça, mais on a les entreprises qui nous confient carrément toutes leurs comptas. Et donc, celles-ci, en fait, elles vont plutôt aller sur les outils proposés par l'expert comptable parce qu'elles n'ont pas forcément d'outils. Et puis, on a celles qui sont autonomes. Voilà. Et sur lesquelles, nous, on a plutôt une mission, effectivement, de conseil, de révision et d'arrêté de compte. Bon, celles-ci, en fait, elles ont, donc, les entreprises qui sont autonomes, par définition, elles ont leur propre système d'information, à la fois sur les achats et sur les ventes. Et la gestion des stocks, et puis la gestion des prospects, etc. Même si cette réflexion système d'information, elle peut aussi être partagée avec nous. Voilà. Moi, si je prends mon cas, on a une filiale au cabinet qui propose des outils de système d'information, de CRM, de gestion du workflow achat, et donc du coup, on peut mettre à disposition des outils qui permettent d'avoir des bases communes. D'accord. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis la réponse, elle n'est pas monobloc, parce que voilà. Après, ce que je pense, c'est que en fait, les entreprises, et ça, c'est une bonne question, je l'ai pas précisé. En réalité, elles vont avoir plusieurs plateformes agréées, souvent, pas obligatoirement, mais probablement plusieurs. Une plateforme agréée pour la réception et une plateforme agréée pour l'émission. D'accord. Okay. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, pour l'émission, je suis d'accord avec vous. Si vous avez déjà un outil, logiquement, la plateforme agréée d'émission, elle risque d'être liée à votre outil. Et pour la réception, ça se discute en fonction de l'organisation que vous avez convenue avec votre expert comptable, quoi. D'accord. Après, la question à poser derrière, et ça je vous engage à le faire à l'expert comptable, c'est de savoir justement si les outils communiquent. Il y a un standard d'interopérabilité qui s'appelle PayPal. Maintenant, est-ce que, on a dit qu'il y avait plus de 120 plateformes agréées, est-ce que les 120 vont parler aux 120 avec la gestion des statuts et que ça va remonter naturellement dans l'outil? La réponse, c'est non. Hein. Parce que dans la phase de test, elles n'ont pas l'obligation de parler de 120 à 120. Hein. D'accord. Donc, il y a quand même un peu de... C'est pour ça qu'il faut pas se faire peur. La première étape, c'est la réception. C'est peut-être pas la plus compliquée, mais au moins, ça va mettre tout le monde... ça va permettre à tout le monde de tester un peu ce nouveau fonctionnement. Et puis après, il y a l'étape d'après, donc 2027, sur lequel il va falloir effectivement réfléchir à cette dimension complémentaire. Ok. Et justement, du coup, la deuxième étape, est-ce que pour je me mets dans le cadre de l'expert comptable, est-ce que ça représente une opportunité pour l'expert comptable de gain de temps, gain de productivité, ou dans un premier temps, parce que c'est vraiment en deux étapes, comme tout le monde ne sera peut-être pas encore onboardé et il y aura encore du papier, de l'email et de la facture électronique, est-ce que ça peut représenter un surplus de travail? Alors, dans un premier temps, c'est sûr. C'est-à-dire que là, en fait, il y a deux phases. Il y a la phase qui est en train de commencer là, qui est une phase de bilan, en fait. Donc, c'est là où on voit beaucoup de nos clients. Et donc, il y a cette phase où il va falloir onboarder, en fait, tous les clients qui nous le demandent. Donc là, il y a effectivement du temps à passer dans les cabinets pour s'assurer que tout ça se passe bien. Après, il y a la phase intermédiaire 2027 où on va avoir une gestion de double flux. On n'est pas dedans, mais je pense qu'il peut y avoir des questions de doublons, hein, parce que peut-être qu'il y aura des factures électroniques qui seront aussi envoyées par mail, par sécurité, et donc qui peuvent être comptabilisées deux fois avec un risque de double paiement. Enfin, je pense qu'il faudrait être vigilant. Il faudrait être vigilant. Les entreprises et puis les experts comptables, tout le monde. Tout à fait, oui. Et puis après, effectivement, il y a la phase où, si tout se passe bien, on devrait effectivement pouvoir rationaliser les process. Et puis éviter de faire des trucs qui intéressent pas les clients et qui nous intéressent pas trop non plus, parce que c'est pas la passion de personne de courir après des factures, quoi. Une fois qu'on a dit ça, ça devrait permettre effectivement de proposer d'autres types d'accompagnement, d'autres types de services, d'avoir une donnée qui soit plus en temps réel, parce qu'aujourd'hui, en fait, dans un certain nombre de cas, on est quand même dépendant en fait du fait de recevoir les factures pour pouvoir sortir des chiffres. Demain, normalement, ce sera moins le cas. Donc, je pense que le reporting, le contrôle de gestion, la gestion de trésor et peut-être les services liés à la trésorerie, je pense peut-être à la facturage pour ceux qui sont un peu tendus, ça devrait pouvoir permettre des microservices et des microservices numériques qui vont permettre de faire autre chose et d'être plus performants dans la gestion. Voilà. Justement, sur ce sujet de
gain de temps lié à ce cycle achat-vente qui devrait être plus, on va dire, intelligent ou automatisé. Une fois qu'on met cela de côté, vous avez parlé des premiers services liés à la trésorerie, mais quel autre service qui était déjà l'apanage, on va dire, des experts comptables et sur lequel, faute de temps, vous n'alliez pas, vous prévoyez qu'ils vont revenir en force ou qu'ils vont survenir. Est-ce qu'il y a déjà des tendances qui se dessinent pour la profession? Oui, la tendance qui se dessine et ce dont on parle beaucoup, c'est le copilotage. Et dans le copilotage, en fait, c'est principalement. Il y a du contrôle de gestion. De manière évidente, il y a du contrôle de gestion. Il y a du contrôle de gestion sur tout simplement ce qu'aujourd'hui, en fait, toutes les entreprises sont pas équipées d'un tableau de bord mensuel, comparé au N-1 ou comparé au prévisionnel quand c'est un néo-créateur. Tout ça, en fait, c'est des informations qui sont, je pense, importantes en termes de pilotage et dont tout le monde ne dispose pas. Là, je parle d'informations fiables, pas juste le solde bancaire ou le pipe commercial. Donc ça, c'est vraiment un axe de progression. Et après, on peut aller plus loin. Et il y a des choses qu'aujourd'hui, on peut pas faire, ou que personne ne fait faute de temps. Je pense à un commerçant, par exemple, qui a plusieurs fournisseurs avec des prix d'achat. Aujourd'hui, est-ce que vraiment il négocie ses prix d'achat annuellement et qui vérifie que les prix d'achat qu'il a sur ses factures sont bien les bons prix d'achat? Ça demande en fait beaucoup d'énergie en fait de faire ça. Demain, il faut se dire que ces services, avec des factures électroniques sur lesquelles on a les informations digitales des prix d'achat, on pourra les exploiter et avoir un vrai impact sur la marge en fait, ce qui est quand même un peu le cœur. Enfin, là, on parle du commerce, c'est un exemple, mais oui. Ça peut être la même chose pour un restaurateur, de savoir, peut-être de temps en temps, de benchmarker ses prix d'achat auprès des producteurs pour vérifier son coût de revient à l'assiette. Enfin, aller vraiment dans le détail du métier sur le contrôle de gestion, ça, je pense que c'est un vrai gain et qui devrait en fait être partagé entre l'expert comptable et l'entrepreneur, quoi. Et on parle du contrôle de gestion. Il y a eu l'émergence des directeurs financiers externalisés, qui n'ont pas l'obligation d'être experts comptables, donc pas forcément fait DCG, DSCG, stage et mémoire. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui pourrait venir, donc du contrôle de gestion, mais aussi peut-être de la mise à disposition de certains de vos collaborateurs directement dans l'entreprise, ou pas du tout? Ou est-ce que... Alors si, mais en fait dans le DAF externalisé, il y a différentes dimensions, je pense. Parce que quand on parle de direction financière, en fait, on pense à des services plutôt de haut niveau. Oui. C'est des choses qu'on retrouve notamment dans les startups pour préparer des levées de fonds, etc. Donc après, il faut savoir de quoi on parle exactement. Si on parle plutôt du back-office administratif, il y a effectivement des collaborateurs dans les cabinets qui connaissent bien les circuits administratifs, mais qui seront plus là à aller chercher des factures, qui pourront venir davantage dans l'entreprise et puis rendre des services très très opérationnels, plus près du secrétariat administratif. Ça, je pense qu'on aura effectivement ce type de service qui va se développer. Après, sur le DAF externalisé, là vous avez effectivement, je pense des offres qui vont aussi émerger dans les cabinets. Alors après, elles existent aussi par ailleurs, ces offres-là. Donc après, tout dépend du type de service que vous voulez confier à un DAF, de la complexité de l'entreprise. Voilà ce que je peux en dire. Moi, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui a effectivement une déontologie, une assurance, et qui connaît les process internes. Parce que de temps en temps, en fait, sur les DAF externalisés, la difficulté qu'on peut avoir, c'est à se comprendre entre lui, ce qu'il veut faire pour l'entreprise, et la connaissance des outils du cabinet qu'il n'a pas nécessairement, et qui peuvent parfois créer des surcouches. Après, voilà, ça nécessite de se parler, quoi. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est vraiment, selon vous, la facture électronique et potentiellement l'émergence de nouveaux services pour le cabinet d'expertise comptable qui crée cette espèce de mouvement de fonds qu'on voit dans le secteur, notamment avec des fonds d'investissement qui rachètent
de gros cabinets, mais également des cabinets de taille beaucoup plus modeste. Et on voit que ça bouge énormément, même aussi du côté des plateformes. Est-ce que selon vous, c'est vraiment la clé, c'est la facture électronique? Et potentiellement, pourquoi? Qu'est-ce qu'on ne voit pas potentiellement qu'il y a derrière tout cela? Ça, c'est une excellente question. C'est vraiment une excellente question. Alors, c'est la facture électronique, c'est en fait les possibilités ouvertes par l'intelligence artificielle et l'exploitation de la data. Mais la data, on peut l'exploiter que si elle est organisée. Et en fait, la facture électronique est un inducteur d'organisation de la data. Donc, je pense que les éléments de contexte, là, vous les avez, c'est effectivement ça. Et après, l'arrivée des fonds, alors effectivement, ils arrivent dans les cabinets et ils arrivent aussi dans l'écosystème, dans les éditeurs. Quoi. Et donc, en fait, je pense qu'ils voient en fait l'opportunité de cette organisation de la donnée qui est différente et qui va permettre d'offrir des nouveaux services. Alors, vous dire précisément lesquels aujourd'hui, c'est pas si évident que ça. Il y a effectivement des services, je pense, autour du paiement, autour de la gestion de trésorerie, mais c'est ce qu'on a évoqué déjà. Je pense que tout à fait. C'est globalement le contrôle de gestion, la maîtrise des coûts, on va dire, et la gestion de la marge, et puis la gestion de la trésorerie. Je pense qu'en fait les grands inducteurs sont là, et du coup. Les organisations se construisent autour effectivement de taille critique en se disant plus j'ai une taille critique, plus j'aurai cette donnée et plus je vais pouvoir la valoriser. Je pense que c'est ça l'inducteur global. Après je pense qu'il y a d'autres inducteurs plus conjoncturels qui sont liés à l'économie des cabinets d'expertise comptable qui est assez résiliente. Et donc comme l'économie, on sait que c'est quand même pas très facile en ce moment. On se dit qu'aller vers un secteur économique résilient, c'est aussi attirant. Il y a aussi ça. Donc c'est pas que technologique. C'est aussi tout simplement de la finance de marché. Une forme de diversification aussi, parce que ça n'a pas été vraiment traité auparavant ou Ouais, absolument. D'abord, c'est pas que franco-français, c'est un mouvement mondial et européen. Tout à fait. Oui. Il y a des secteurs, il y a des professions réglementées qui sont arrivées avant nous dans ce mouvement-là, notamment des professions de santé, notamment les cliniques vétérinaires, par exemple, on en parle beaucoup. Après, si je reprends en 2 secondes ma casquette de président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, c'est un mouvement auquel on est quand même attentif. Parce que je l'ai dit, on a une devise. Dans cette devise, il y a l'indépendance. Donc, il faudrait pas que ces mouvements autour des financiers nous amènent dans un comportement qui soit pas gagnant-gagnant entre le cabinet et son client, quoi. Oui. Parce qu'en fait, nous, on est quand même aussi, on est là avant tout pour servir nos clients, les aider à se développer. Donc, ce sera un peu le juge de paix aussi. Et de l'autre côté, justement, concernant les éditeurs de logiciels, on voit certaines se transformer entre guillemets un peu en mastodonte, mais aussi en plateforme OS, c'est-à-dire où il y a un peu un millefeuille d'activités, de briques et de fonctionnalités. Comment vous voyez cela d'un point de vue de président et aussi d'expert comptable? Est-ce que ça représente potentiellement, je dirais, à moyen terme, un risque de menace, dépendance, oui, notamment? Je pense que je vois à qui de qui vous parlez. Parce qu'effectivement, on voit bien comment évoluent les acteurs. Alors, c'est pour ça que, au niveau de l'Ordre des experts comptables du Conseil national, on a lancé un observatoire qui s'appelle l'Observatoire des techs de la profession, qui est totalement indépendant, donc il n'y a aucun partenaire, et c'est financé à 100% par le Conseil national. Justement pour observer. Pour l'instant, on fait pas autre chose qu'observer, mais au moins ça permet de dire telle entreprise. Donc on a segmenté, pour l'instant on a 262 entreprises, et c'est segmenté en pré-compta, compta, SIRH, durabilité, gestion de trésorerie, audit, et donc on a indiqué quels étaient les montants d'élevés de fonds, quels étaient les fonds qui étaient derrière, parce qu'il y a quand même aussi des questions de souveraineté, pour que chacun puisse faire des choix, avisés, quoi. Après, le fait qu'il y ait beaucoup de marques qui émergent, c'est pas simple. C'est aussi pour ça qu'on a créé cet observatoire. C'est pour essayer
qu'on ait une visibilité sur ce qui existe sur le marché. Oui. Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de nouvelles marques et il faut se dire que pour un expert comptable, c'est pas évident de se repérer en fait avec quand même souvent du recouvrement fonctionnel. Et en fait, dans les discussions, vous vous rendez compte qu'on va vous dire tel outil c'est super parce qu'il y a de l'intelligence artificielle et qui va analyser le grand livre et qui va vous proposer des préaffectations. Mais vous vous rendez compte que tel autre outil, qui est un outil sectoriel métier et qui connaît mieux un secteur d'activité, et il va être plus performant sur ce secteur d'activité parce que lui, il connaît en fait, et donc il y a peut-être moins d'IA, mais plus de robots, je sais pas si on peut dire de la robotisation. C'est de la robotisation sectorielle qui fait qu'on arrive et que ça marchera mieux que de l'IA. Un meilleur mapping, par exemple. C'est ça. Donc en fait, ça c'est quand même, pour arriver à ce niveau de finesse et de compréhension sur l'ensemble du panel, c'est quand même compliqué. Et donc c'est vrai que la fonction veille en fait, et c'est pour ça qu'on a un congrès d'ailleurs qui est aussi important et qui grossit et qui a autant de fréquentation, c'est que si on veut en fait savoir ce qui se passe sur le marché, il n'y a pas tellement d'autres meilleurs emplacements que le Congrès de l'Ordre. Ouais. Je rappelle que ce sera mi-septembre 2026 à Paris, porte de Versailles cette année, parce que ça permet justement de voir à peu près tout le monde et d'essayer de comprendre en fait où sont les différences fonctionnelles. Voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est à chacun de faire un peu ses choix. Je le redis, mais de choisir des éditeurs qui sont clean avec la profession, c'est-à-dire qui respectent les règles de la profession. Il y a quand même des règles, sur le code de déontologie, il y a des règles sur l'utilisation de la data. En tant que client, entreprise, entrepreneur, faut se poser la question de savoir est-ce que vous avez envie si le produit est pas cher, s'il est gratuit, c'est toi le produit, donc est-ce que vous avez envie que le cœur de votre business model soit exposé et entraîné par des IA? Pas sûr, mais en fait, si on se pose pas ces questions-là, en fait, on reste sur le premier truc qui est le prix et qui est le fonctionnel. Donc en fait, il faut gratter. Enfin, c'est comme tout. Ouais. Donc nous, on est vigilants en tant que Conseil national. Aujourd'hui, on fait pas de name and shame, on fait pas ce genre de choses. Simplement, ce qu'on dit, c'est qu'on regarde et par exemple sur les plateformes agréées, on a un guide des plateformes agréées qu'on va rendre public, sur lequel on scanne 18 critères, dont ces critères-là. Ce qui permet à chacun de savoir, c'est quoi le prix, c'est quoi l'utilisation de la donnée, c'est quoi les services, et c'est devenu effectivement assez important de faire ça. Donc après, les risques que certains prennent beaucoup de place, oui, mais bon, c'est des risques qu'on a connus par le passé. Après, c'est aussi une question de rapport qualité-prix. On a eu des mouvements quand même. Encore, je vais pas donner de nom, mais je me retiens, de prix qui ont été multipliés par 2 ou par 3. Et bon, ça crée forcément des réactions épidermiques. Après, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'il y a la fonctionnalité en face et est-ce que la promesse qu'on me fait en tant qu'entrepreneur, ça tient la route ou pas. Oui. Si je gagne du temps, si je digitalise certaines fonctions, si je réduis mon risque, après, le prix, ça devient une discussion annexe, c'est une discussion commerciale, mais une discussion commerciale normale. Quoi. D'accord. Vous parliez du secteur de la paye, ça fait On a tous compris. On a tous compris. Il y a un sous-jacent qui a été évoqué à plusieurs reprises, c'est celui de la data. D'un côté, on comprend que cette data, elle va être mieux appréhendée, elle va même être labellisée, ce qui peut attirer certains acteurs de l'intelligence artificielle et aussi des fonds. Mais il y a aussi cet aspect souveraineté avec l'actualité, justement. On se demande si on va pas nous débrancher l'accès à tous les OS et outils qu'on utilise tous. Je pense que personne n'est en capacité de dire qu'il n'utilise pas de produits de start-up ou d'entreprises américaines, justement sur le sujet de la data, avec cette collecte de data qui va être de plus en plus massive, les nouveaux services qui vont être réalisés, il y aura un besoin aussi de stocker indépendamment des plateformes. Justement, est-ce que au niveau du conseil et de la profession, il y a des bonnes pratiques qui sont déjà diffusées? Est-ce qu'on s'intéresse aux acteurs français? Et cette fois, on va les nommer pour faire de la bonne pub, OVH, Scaleway et autres, peut-être dont je n'ai pas la connaissance. Qu'est-ce qui se passe sur ce sujet de la souveraineté de la data?
Alors c'est un gros sujet, la souveraineté de la data, et c'est vrai qu'il y a, comme vous le disiez en fait, aujourd'hui c'est difficile d'être autonome, enfin d'être 100% français ou européen en fait sur les plateformes qu'on utilise et notamment sur les OS. Ou les outils bureautiques, voilà, donc ça c'est sûr. Après sur la création de data lake ou de réservoirs de données, il y a effectivement des solutions qui sont souveraines. Nous, c'est une réflexion qu'on a intégrée au Conseil national parce qu'on a un projet, enfin, c'est un peu plus qu'un projet de data lake sur lequel on a signé des partenariats avec des acteurs français et de toute façon, si on doit aller vers ce type de solution, on fera en sorte d'intégrer ça dans notre cahier des charges. Ça c'est sûr. Je suis pas trop allé sur les plateformes agréées parce que mais on peut peut-être le dire quand même, c'est qu'une plateforme agréée, c'est quoi? C'est-à-dire celle qui va recevoir votre facture demain. Elle doit être ISO 27001, donc il y a quand même un référentiel qualité. Oui. Qui, pour l'avoir suivi, puisque l'ordre a sa propre plateforme agréée qui s'appelle jefacture.com, donc c'est une filiale 100% de l'ordre, donc voilà, c'est intéressant d'avoir ça en tête parce que celle-ci, elle est effectivement souveraine. C'est quand même une norme qualité qui est pas évidente, donc déjà les plateformes agréées, elles ont passé ce label-là, et ensuite elles doivent, si elles hébergent à l'extérieur, elles doivent héberger ça dans un Sectum Cloud. Et le référentiel Sectum Cloud, il a été créé justement pour pas qu'il puisse y avoir de fuite de données en fait sur c'est pas une garantie exhaustive hein, parce que et on peut être sur un Sectum Cloud et puis avoir un éditeur qui exploite toute votre donnée mais oui, qui entraîne, mais par contre ça veut dire que le Sectum Cloud il est pas sous le Cloud Act. Donc, il n'est pas sous ingérence étrangère. D'accord. Donc, il y a quand même, on n'est pas au point zéro non plus. Mais c'est clair que c'est un truc qui va forcément gagner qui va devenir de plus en plus important en fait dans la gestion de sa data quoi. Et dernier point sur ce sujet au global, justement en étant plus connecté, en ayant son data lake, tout cela, on s'expose aussi à devenir intéressant pour les cyberattaques. Sur ce qui est de la cybersécurité, pareil. Quelles sont les mesures qui sont prises? Est-ce que les experts comptables de toute taille ont la connaissance du fait que ça peut être un sujet, puisqu'on ne le sait pas, mais c'est souvent les PME qui font l'objet d'attaques de cyberattaques. Bah, là-dessus, alors le Conseil national a un partenariat avec Cybermalveillance, donc on a une action de fond. On sait qu'il y a des progrès. Alors nous, on met de l'information à disposition des experts comptables pour qu'ils informent leurs clients, notamment les plus petits, enfin les plus petits ou pas que d'ailleurs, parce qu'il y a des PME qui sont très mal protégées en fait face aux risques cyber. Après, il y a des choses qui sont quand même assez simples à mettre en œuvre et qui réduisent déjà considérablement le niveau de risque. Enfin, je pense notamment à la double authentification. Oui. Ça, c'est déjà le premier truc qu'il faut généraliser. Si on le couple avec quelques réflexes, voilà, comme le verrouillage de son écran, mais en fait, moi, je passe dans comme pas mal d'entreprises aussi, et quand je vois le nombre d'écrans qui sont pas verrouillés et qui sont en accès libre, en fait, ça fait frémir, en fait. Hein. Bon, voilà. Maintenant, pour la double authentification, c'est quelque chose que nous, on a intégré à l'ordre, puisqu'on a, je l'ai évoqué tout à l'heure, notre identité numérique professionnelle qui s'appelle Expert ID, et qui sert de facteur de double authentification. Donc, on a mis à jour les outils de la profession, là-dessus. Je pense que, voilà, c'est pas le seul élément en termes de cybersécurité, mais c'est sûr que demain, on est tout digital, donc une cyberattaque, elle peut faire des ravages, hein, ça c'est sûr. Totalement. Tout à fait. Et vous l'aviez évoqué au début, vous avez parlé aussi de l'IA. On voit qu'il y a déjà, en discutant aussi avec de nombreux experts comptables, beaucoup d'entre eux utilisent déjà l'IA pour gain de productivité et autres. Par contre, là, ce sont vraiment des entre guillemets, des outils qui sont traités de manière séparée, et parfois ils injectent vraiment de la data, des fakes directement dans ces outils. Quelles sont, entre guillemets, j'ai envie de dire, les bonnes pratiques ou les recommandations, parce que il y a vraiment un risque, enfin selon, mais un vrai risque de non seulement de données, j'ai envie de dire personnelles,
mais en plus d'entraîner des outils pour la plupart US avec ces données en plus. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est que depuis le congrès, en fait, on avait en fait depuis le début de la mandature un groupe qui travaille sur l'intelligence artificielle, qui a sorti en fait un guide de l'utilisation de l'IA dans les cabinets, avec justement un certain nombre de recommandations. Les premières, en fait, c'est justement de pas utiliser des IA ouvertes. Parce que c'est même du ressort de la faute professionnelle en fait. C'est-à-dire que vous mettez alors je vais donner une marque, mais bon, sur ChatGPT comme ça, un fake, ça veut dire qu'en fait les données de votre client, y compris la base de son moteur économique, il se retrouve sur le net, quoi, disponible. Donc en fait, ça c'est vraiment des comportements à proscrire. Donc il y a dans les réflexes de base, il y a ça, d'utiliser des IA fermées, et on a des listes d'IA qui sont préconisés, on va dire, par rapport à d'autres. Il y a le fait de mettre à jour la charte informatique du cabinet, parce que même si vous êtes convaincu en tant qu'expert comptable, vous pouvez avoir un collaborateur qui contrevient. Donc en fait, ça veut dire que du coup, alors là, on revient sur de la RH pure, mais du disciplinaire en fait. Donc en fait, il faut l'avoir mis dans la charte pour détecter justement s'il y a des comportements déviants. Enfin, ça, c'est vraiment les points clés si on veut commencer à s'intéresser à l'IA. Et puis après, on a d'ailleurs un webinaire début février sur ce sujet d'intelligence artificielle, quelque chose qui est plus orienté métier usage. C'est qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent avec de l'IA. Déjà pour gagner du temps, parce que dans les cabinets on court beaucoup, donc si on arrive à gagner du temps, c'est ce qu'on va pouvoir libérer au service de nos clients. Et donc, mais là, il faut descendre dans le détail du métier pour aller sur la gestion presque à la tâche en fait, et voir ce qu'on gagne avec de l'intelligence artificielle. Est-ce que ce n'est pas une opportunité aussi, j'espère qu'il y aura des jeunes qui vont nous écouter, de créer de nouveaux métiers dans les cabinets avec des personnes qui sont en charge de l'automatisation, justement après avoir fait 1-2 ans en tant que collaborateur junior, de se dire écoutez, moi je suis extrêmement fainéant, dans le cabinet il y a beaucoup de tâches qui se répètent, d'automatiser. Je fais un peu de parallèle parce que j'ai commencé ma carrière chez KPMG, mais en audit conseil, et souvent on développait des outils VBA qui nous permettaient d'automatiser certaines tâches. Est-ce qu'il y aura pas un peu ce mouvement aussi où, au lieu d'utiliser des chatbots, on va utiliser des API, mais avec, on va dire, les bons garde-fous, et créer de nouveaux métiers où il y aura des référents data vraiment et IA dans les cabinets qui seront en charge de développer des applications maison? Alors la réponse est oui. Enfin moi je pense que oui. Chez moi c'est déjà concret dans mon cabinet, parce qu'on a une responsable de la transition digitale, et on a même créé c'est pas qu'on a créé un métier, mais en fait on a peut-être du lean digital. Donc, et effectivement, on a une responsable data. Et le rôle, en fait, de ce service transition digitale, lean digital, en fait, c'est justement de s'appliquer aux tâches répétitives, parce qu'en fait, il y en a plein. Mais des fois, c'est simplement de cliquer pour aller récupérer des fichiers sur un serveur FTP, et de les récupérer dans un répertoire sur lequel il va y avoir un automate de traitement. Des fois, c'est ça, mais ça veut dire que tous les matins, vous avez quelqu'un qui clique sur plusieurs trucs, qui centralise des fichiers, et voilà. Donc, par contre, pour faire ça bien, il faut aller dans le détail. C'est-à-dire que ça peut pas être une approche macro, parce que ça marche pas. C'est vraiment aller dans le détail de la production, du process, peut-être du dossier, et de trouver en fait des routines qui vont permettre. Mais ce métier-là, il existe. Alors, il est pas répandu partout. Il est peut-être embryonnaire, mais c'est sûr que c'est presque le premier truc. C'est presque le premier truc à faire aujourd'hui, je pense. Okay. Et si on regarde à court terme, 2030, pour vous, c'est quoi l'évolution logique ou comment un expert comptable va travailler en 2030? Ou un cabinet plutôt, va s'organiser, plutôt qu'un expert comptable seul. Les deux, hein, parce que c'est vrai que nous on est convaincus au niveau des instances et du Conseil national qu'il n'y a pas une seule forme d'exercice de la profession. C'est pas parce qu'il y a des mastodontes qui se créent que il n'y a pas de place pour des cabinets plus petits, plus agiles, plus spécialisés. Donc et ça, on serait assez attentif à ce que justement en fait il y a une vraie diversité dans notre métier. Voilà.
il faut que ça demeure parce qu'il y a 3,5 millions d'entreprises et qu'en fait chacun a besoin de trouver les chaussures à son pied. Hein, donc et on dit souvent qu'en fait un expert comptable ressemble à ses clients. Donc voilà. Donc la diversité c'est effectivement important. Maintenant si on regarde 2030, on va se dire que tout va bien se passer. Voilà, qu'on aura passé les caps, que tout le monde va envoyer des factures électroniques et les recevoir. Donc en fait, on aura des métiers qui auront évolué, notamment en fait les métiers qu'on appelle aujourd'hui, qu'on appelle encore des opérateurs de saisie, qui vont être plutôt des data contrôleurs et des gestionnaires de flux, parce que mine de rien, les flux, il va y en avoir un peu partout, donc il faudra s'assurer qu'il n'y a pas des flux qui se débranchent, qu'il n'y a pas une plateforme agréée qui a arrêté de transmettre ou un client qui a changé de plateforme agréée sur lesquels on n'a pas des ruptures de chaîne, parce que ça, c'est des cas qu'on va avoir. Enfin, quand on fait de l'industrie, on sait que ces cas-là, on va les avoir. On sait que, par exemple, aujourd'hui, sur des récupérations de flux bancaires, de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, il manque des jours, il y a des doublons, et donc si vous traitez juste l'import, vous vous retrouvez avec des journées en double. Enfin, donc ça, c'est de l'industrie, mais ça va exister. Et puis du coup, effectivement, les data contrôleurs, ils vont être là pour ça. Il y a celui qui va gérer le flux, celui qui va la contrôler. Donc voilà. Donc les métiers, on va dire, de production, ça, ils vont se modifier. Ils auront été modifiés. Et puis après, pour la partie, on va dire, conseil client, je pense qu'on sera on va se rapprocher, on va dire, du temps réel. C'est-à-dire qu'on va essayer de réduire l'écart entre la survenance du fait économique et sa traduction comptable, c'est-à-dire la facture, puisqu'elle va arriver plus rapidement. Donc on va pouvoir produire l'information avec des délais qui seront moins liés à une gestion d'échéance. Aujourd'hui, on est très lié à de la gestion d'échéance, et demain, on va essayer de se rapprocher, je pense, du temps réel, et faire en sorte de pouvoir discuter de choses qui sont plus actuelles. Ce sera le premier stade. Et je ne sais pas si en 2030 on y sera tout à fait, mais après, le stade d'après, c'est la projection, en transformant de l'information qui n'est pas encore comptable, parce que par exemple, des devis, en fait, c'est pas de l'information comptable, c'est un pipe commercial, mais ça va se traduire ça peut être probabilisé pour aller sur des choses qui vont être davantage prédictives. Et peut-être sur lesquelles il faudra d'autres données d'ailleurs, qui peuvent être des données, j'en sais rien, des données météo, des données conjoncturelles, enfin, dépendamment des métiers qu'on regarde. Bon voilà, je sais pas si ça sera 2030, à mon avis, c'est peut-être un peu ambitieux pour cette étape-là. Mais bon, on verra. En fait, ça va dépendre comment évolue aussi la techno, quoi. Et peut-être ma question un peu plus provocatrice. Là, je comprends totalement l'intérêt d'avoir un expert comptable qui peut m'accompagner sur plus de sujets, me donner plus d'informations, peut-être même en plus du prédictif, donc me permettre de mieux piloter non seulement ma trésorerie, mais de la gestion de ma société au global. Est-ce qu'il n'y a pas un risque si certaines plateformes deviennent, entre guillemets, omniprésentes avec toutes les fonctionnalités, tous les flux, de dire, j'ai cette solution, je n'ai plus besoin, entre guillemets, de mon expert comptable, parce que lui, de son côté, il a peut-être pas pris cette vague, et il est un peu toujours dans le côté un peu saisi, entre guillemets. Ça peut, en fait, c'est-à-dire que je pense que c'est aussi pour ça, pour revenir sur la question de tout à l'heure, pourquoi les cabinets grossistes se regroupent, c'est que certains se disent, j'ai besoin de m'adosser à quelqu'un parce que la lecture aujourd'hui du marché est complexe, donc à plusieurs cerveaux souvent on réfléchit mieux, donc ça, je pense que ça peut être un élément qui explique les regroupements actuels, et ceux qui, de toute façon, un cabinet qui ne prendrait pas le virage de la digitalisation, de la data, etc., il peut se trouver ça c'est clair qu'il peut se trouver en risque, et qu'un client du coup voit moins l'intérêt de passer par lui plutôt que par une plateforme. Après, ça c'est une réponse, on va dire, peut-être liée au traitement courant. Ensuite, il faut pas oublier quand même que vous avez tout ce qui va avec, en fait, hein, c'est-à-dire vous avez la responsabilité, vous avez quand même ce
qu'on fait dans un cabinet aussi, c'est qu'on a une vue sur plusieurs secteurs d'activité et sur plusieurs tailles d'entreprise. Donc quelque part, on fait de la mutualisation, enfin sans s'en rendre compte forcément, mais en fait, on mutualise l'expérience de l'ensemble de nos clients. Et donc en général, dans la discussion, ça nous permet d'aller assez vite sur quelque chose qui a peut-être pas été perçu par le chef d'entreprise. Mais donc voilà, donc effectivement, je pense que ça va redéfinir un peu ça peut redéfinir un peu les rôles. Après l'expérience, parce qu'on a parlé de la Belgique, mais en parlant de l'Italie, ils sont passés à la facture électronique en 2019. Et donc, en marge d'une des assemblées générales, on a fait venir un expert comptable italien qui a témoigné, justement, eux, ça fait déjà, ils ont déjà 5 ans de recul, 5-6 ans de recul. Et donc, lui, ce qu'il a exprimé, c'est qu'en fait, ça avait permis de monter en taille d'entreprise. D'accord. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'on est très présent sur les TPE, les PME, et plus l'entreprise grandit, moins l'expert comptable est présent. Enfin, je parle des grandes entreprises, mais notamment les ETI, au-delà de 250 salariés, et parce que souvent elles ont internalisé la fonction comptable, parfois d'ailleurs avec des experts comptables, mais qu'on n'appelle pas experts comptables parce qu'ils exercent en entreprise. Oui, ils ne sont pas inscrits au tableau. Ouais, c'est ça, ils sont pas inscrits au tableau. Et ça, on peut se dire que demain, en fait, comme on aura aussi cette expertise qui sera mutualisée, ça nous permettra peut-être d'attaquer aussi des comptes un peu plus importants avec une valeur ajoutée différente. D'accord. Donc voilà, moi je suis assez optimiste, vous l'aurez compris, mais je suis pas très inquiet. Donc les jeunes qui veulent passer le diplôme, c'est bon, vous leur conseillez de foncer? Oui, il faut y aller, surtout qu'en fait on a travaillé sur les programmes, donc dans les nouveaux programmes DCG, DSCG, il y a de la durabilité, donc on a intégré les nouveaux métiers, et il y a de la data. On a renforcé en fait la partie SI, data, système d'information qu'il y avait à l'époque. Absolument, ouais. Donc il faut pas hésiter à venir dans la filière, absolument. Super. Est-ce que vous auriez un mot de fin aussi bien pour les chefs d'entreprise notamment pour les experts comptables? Écoutez, le mot de la fin, ce sera de renouveler mes vœux, à la fois pour l'économie française et effectivement essayer qu'on fasse dans les différents secteurs d'activité de ceux qui nous écoutent, qu'ils puissent réussir dans leurs affaires et aussi dans leur vie personnelle, parce qu'on est aussi attentif à ça, l'équilibre vie pro, vie perso. Et puis pour la profession, alors j'ai eu l'occasion de le faire effectivement très récemment, les vœux au monde économique. On va continuer à travailler, alors avec les entreprises c'est une évidence, mais aussi avec les administrations, parce qu'en fait on est assez vigilant à ce que la relation tripartite entre un client, son expert comptable et l'administration, elle se passe au mieux. Et pour ça, il faut aussi comprendre les contraintes organisationnelles des administrations, essayer de s'interfacer avec eux. Donc on y arrive. Donc je l'ai annoncé hier officiellement, mais par exemple sur la gestion des impôts personnels des dirigeants, on avait une préoccupation liée à la double authentification. Ça a été résolu hier grâce au travail conjoint qu'on fait avec la DGFiP. Donc on a aussi des bonnes nouvelles. On est écouté par l'écosystème. Donc voilà, on fait avancer ces sujets et évidemment on continuera à le faire en 2026 et s'il y a des experts comptables qui nous écoutent, je leur donne rendez-vous au plus tard au Congrès de l'Ordre à Paris en septembre 2026. Et rendez-vous aussi avec Moriarty parce que nous y serons. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et pensez à vous abonner et à liker si vous avez aimé ce contenu. Et vous pouvez retrouver aussi le président sur ses réseaux sociaux. Voilà. Absolument. Merci à vous. Merci.